Ce qui est aussi très typique des enfants de la deuxième génération, ou en tout cas de familles qui ont vécu des traumatismes ou des génocides, etc., c'est qu'au fond, dans une famille normale, on a souvent les grands-parents des deux côtés, des fois même les arrière-grands-parents. Dans les familles normales, on sait où est la tombe de son arrière-grand-père, la tombe de son grand-père ou de sa grand-mère, et on y va une fois par an si on veut. Dans les familles comme les nôtres, il n'y a pas de tombe. Moi, non seulement j'ai jamais eu de tombe de mon grand-père et de ma grand-mère et de mes tantes, mais il n'y a jamais eu de Yortzeit, il n'y a jamais eu de commémoration du jour de l'an. Jamais. Et ces commémorations, elles sont très importantes. Moi, tous les ans, le 22 octobre, j'allume une bougie pour mon frère. Et le 11 septembre, le 22 septembre, pour ma mère. Et le 17 août, pour ma grande sœur. Parce que je sais quand ils sont partis, et je sais où ils sont enterrés. Mes grands-parents, je ne sais pas. Et en fait, mon père, lui, il ne savait de son histoire que ce que son père avait pu lui dire, grosso modo, jusqu'à leur arrestation. Jusqu'en 1942. Mais après, on ne peut pas savoir. Quand j'étais à l'école, les enfants qui étaient assis avec moi dans la classe, ils avaient un arbre généalogique dans le sol belge, avec des racines, avec des lieux, avec des maisons, avec des terrains, avec des tombes, avec des souvenirs, des objets. Nous, on n'avait pas tout ça. C'est une chose aussi qu'il faut comprendre. Et en fait, mon père, il y avait toute une histoire de la famille qu'il ignorait. Et c'est en allant à Yad Vashem, mon neveu, pas moi, mon neveu. Parce que moi je lui dis, il n'y a rien à chercher puisqu'il n'y a rien. Mon père nous a dit qu'il n'y avait rien. Donc c'est pas la peine d'aller perdre son temps. Il a découvert qu'on avait toute une famille. Mais on est arrivé presque trop tard. Mon père a pu connaître une tante dont il ignorait l'existence. Il aurait pu vivre 50 ans de sa vie en ayant une tante avec laquelle il aurait eu un vrai relationnel. Ça lui a tellement manqué. Donc c'est aussi un peu l'absurde. Il y a des familles qui ont fait des pieds et des mains pour essayer de reconstituer les puzzles. Et dans ma famille, on ne l'a pas fait. Moi, c'est quelque chose dont j'ai voulu parler dans le livre. C'est vraiment... c'est presque impensable, c'est presque incroyable. Qu'il est possible. Il y avait 12 Kishka. Mon grand-père, d'après ce que je comprends, il avait 11 frères et sœurs. On a encore des branches de famille, je sais qu'il y a au Canada, j'ai rencontré, mais j'avais peut-être au Brésil ou en Argentine, je ne me souviens plus, en Angleterre, aux États-Unis. Jamais j'ai su, jamais j'ai vu, jamais j'ai rencontré, jamais j'ai correspondu. Il y a quelque chose de pas normal dans cet arbre généalogique manquant. Bon, là, c'est une page où je montre un peu en ironisant aussi, j'avoue, j'ironise un peu sur moi-même et sur le compte de mon père aussi. C'est ça qui donne le ton du livre. Mais là, c'est une page où je montre où j'explique qu'en fait, ce qui s'est passé dans son processus de reconstruction, c'est que de victime de la Shoah, il est devenu héros de la Shoah. Parce qu'en 1945, aucun survivant n'a été décoré. Et les premières médailles, ça remonte aux années 80 ou 90. Quand tout d'un coup, le monde a compris que rien que survivre, c'était déjà de l'héroïsme. Déjà survivre, c'était de l'héroïsme. Et finalement, je raconte un peu ça, que souvent mon père me dit au téléphone ou dans son courrier qu'il est plus occupé que moi, qu'il a un agenda plus rempli. Moi, ça me fait sourire. Mais je ne me moque pas, j'ironise, parce que je pense que c'est marrant, moi qui vis à Jérusalem et qui a un emploi du temps hyper chargé, mon père ici a un emploi du temps encore plus chargé que le mien parce qu'il est témoin de la Shoah et qu'il doit aller partout par Mons et Varvo avec des valises avec son livre pour les dédicacer et qu'il doit répondre à son courrier le soir. Il n'a pas une minute pour lui. C'est très marrant que sa reconstruction lui ait fait un emploi du temps d'homme d'affaires du XXIe siècle. Je trouve ça marrant et sympathique et c'est pour ça que je le raconte dans le livre. Encore une autre chose qui est caractéristique de ma génération, on avait un chien, Tango, et quand il est mort, on l'a eu pendant 11 ans, il est mort d'une insuffisance cardiaque, on n'a rien pu faire. Les enfants étaient entre l'adolescence et l'enfance, les 3 fils. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va l'enterrer? Je ne vais pas le jeter dans une poubelle municipale. Je ne vais pas l'enterrer dans mon jardin. Je ne vais pas l'enterrer n'importe où.
je suis allé l'enterrer dans la colline qui est en face de Yad Vashem. Là, c'est Yad Vashem, ça c'est le wagon qui surplombe la vallée, hein, juste en face. Au pied d'un beau sapin, on a enterré le chien. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu peur des chiens à cause des histoires que me racontait mon père sur les bergers allemands dans les camps. Quand j'étais gosse, qu'on marchait dans la rue, main dans la main, et qu'un gros chien passait, je sentais la main de mon père se crisper sur la mienne, ou on changeait de trottoir. Mon père n'aimait pas les chiens. Et moi, je n'ai pas aimé les chiens à cause de sa hantise des chiens. Et je me suis dit, voilà, pour que l'histoire se finisse bien, je vais enterrer mon chien en face de Yad Vashem. Comme ça, la boucle est bouclée. Vous allez me dire que c'est idiot. Moi, je trouve ça marrant. Et puis, voilà, il y avait un épisode aussi qui n'était pas facile pour moi à raconter, et je vais finir là-dessus. C'est que je ne suis jamais allé à Auschwitz avec mon père. Et ça surprend beaucoup de monde. Il est le premier à être surpris, parce qu'il désire que je vienne. Et moi, j'ai dit à mon père, je lui ai toujours dit d'ailleurs, ce n'est pas un secret que je suis en train de lui révéler là ce matin, je ne veux pas aller avec lui et un groupe. Je veux aller juste lui et moi, en tête à tête. Je pense que si j'ai un privilège comme enfant de la deuxième génération, c'est celui de refuser d'aller à Auschwitz d'abord. C'est mon droit le plus strict. Parce que souvent, c'est un pèlerinage, si on peut appeler ça comme ça fait un peu chrétien, mais c'est pas grave. C'est un voyage, un pèlerinage, qui est révélateur pour ceux qui ne savent pas. C'est un choc. Moi, je n'ai pas besoin de ça pour savoir que ça existait. Je ne suis pas un lycéen de 16 ans en Belgique, à qui il faut prendre jusque-là pour que je sois en face de ce qui reste et d'entendre un témoignage pour comprendre que ça a peut-être eu lieu. Donc, je veux une visite de qualité différente, qualité entre guillemets, d'un type différent. Et donc, je dessine cette page où mon père, je ne dis pas qu'il me harcèle parce que ce n'est pas juste, mais il n'y a pas une lettre sur deux, il me demande quand je viendrai avec lui, et il m'a déjà proposé des tas de formules, peut-être là, peut-être là. C'est vrai que d'un côté, j'ai toujours prétexté que j'étais trop occupé, et après, j'ai fini par lui dire que je n'avais pas envie de le faire de la façon dont ça se faisait, parce que je sais, j'ai lu le livre de mon père 2 fois, j'ai lu d'abord le document manuscrit, qui était 2 fois plus épais que le livre, et j'ai lu le livre 2 fois, donc j'ai lu 3 fois son livre, donc je connais toute l'histoire de mon père. Et je pense, j'imagine, je peux me tromper, mais j'imagine, qu'à force d'avoir témoigné, il y a quelque chose, je pense, pour pouvoir le faire, c'est devenu quelque part un peu mécanique chez lui. Ce n'est pas une mantra, c'est faux de dire que c'est une mantra, mais c'est une histoire avec des angles un peu arrondis, avec des temps forts. Je pense qu'il sait exactement quand les enfants vont s'émouvoir, quand les filles vont verser une larme. Moi, je ne veux pas entendre cette histoire-là, elle ne m'intéresse pas, je la connais. Il y a plein de choses qui ne sont pas dans son livre. C'est son vécu, son relationnel avec son père, ce qu'il a senti, que j'aimerais qu'il me raconte en tête à tête. Je ne veux pas des gens autour. Et surtout pas des écoles avec des appareils photo. Je ne veux pas tout ça. Et si je ne peux pas avoir ça, je n'irai pas à Auschwitz avec lui. Mais je ne lui ai jamais dit de la façon dont je le dis dans le livre. Et c'est pour ça que le sous-titre s'appelle « Ce que je n'ai pas dit à mon père ». C'est pour ça. Parce que je ne l'ai pas fait pour lui, ce livre. Je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour le grand lectorat. Mais en le faisant, je savais qu'il allait en être le premier lecteur. Que je m'adressais aussi à lui. Là, voilà, c'est une photo. Parmi les centaines que j'ai à la maison, parmi les milliers que lui a à la maison, de ces témoignages divers. Ces dessins-là que j'ai faits, c'est d'après des photos existantes que j'ai un peu retravaillées. Ça a été comme ça, c'est comme ça qu'on dessine, on prend une référence et puis on l'adapte. Et j'ai trouvé que dessiner mon père et moi sur un tapis qui se déroule allant Auschwitz VIP, je trouvais que c'était marrant comme image. Moi, c'est ce que j'ai envie. J'ai vraiment envie d'avoir ce VIP, mais au fond, je sais que si ce n'est pas moi qui organise ça, ça ne se fera jamais. Parce que papa, c'est vrai, il n'organise pas ses voyages. On les organise, et puis on l'invite, on vient le prendre, et on le ramène. Il n'est pas... C'est pas un tour opérateur, mon père, même pour lui-même. Même pour lui-même. Et si je veux vraiment le faire,
il faut que je fasse une réservation d'un chauffeur avec un guide, avec un hôtel, etc. Je ne l'ai encore jamais fait jusqu'aujourd'hui. En plus, en faisant le livre, je me suis dit, allez, mon père devient vieux, je vais quand même lui faire ça, je viendrai avec lui à Auschwitz, même si ce n'est pas de la manière dont j'aurais voulu y aller, ça lui fera plaisir. Mais d'un autre côté, je me suis dit, tant que je n'ai pas fini mon livre, de toute façon, je n'y vais pas. D'abord, je n'ai pas de temps, il faut que je finisse ce livre, et puis c'est un chapitre important. Et si je vais à Auschwitz, ce chapitre, il va tomber, il faut que je le fasse, il faut que je l'écrive. Pourquoi cette question me préoccupe? Pourquoi des jeunes, des fois juifs et des fois non juifs, me disent, mais enfin, pourquoi vous n'y êtes pas allés? Et j'ai voulu répondre à cette question dans ce petit passage du livre. Et en compensation, j'ai dessiné un voyage qu'on n'a jamais fait là-bas. Voilà, je me promène, on rentre dans le camp, on se promène, on est dans les baraquements, on voit le plan du camp, on voit le train passer. On ne l'a jamais fait. Peut-être qu'on le fera, peut-être qu'on ne le fera jamais. Mais en tout cas, dans le livre, c'est dessiné. Mais entre-temps, j'explique pourquoi je n'ai pas envie d'y aller. Ce sont des choses que je voulais dire. Et là, évidemment, cette dernière image, il y a cette marche de la vie. Alors, en Israël, c'est organisé d'une façon que moi, je n'aime pas. Je n'aime pas la manière dont le ministère de l'Éducation organise ses voyages en Israël. Je suis contre la façon dont ils le font. Et je pense qu'on ne devrait pas avoir le droit de se balader dans les camps avec un drapeau. Et surtout pas avec le drapeau d'Israël. Et il y a un débat là-dessus en Israël entre des spécialistes de la Shoah et de l'éducation et de la transmission. Certains sont pour, certains sont contre. Moi, j'ai mon point de vue. J'ai mon point de vue. Moi, ça m'énerve de voir des jeunes revenir d'Auschwitz plus nationalistes qu'ils n'étaient avant de partir. Ça m'énerve. Alors, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à comment on transmet ça. À comment est-ce qu'on rend ces juifs israéliens plus universalistes et moins nationalistes. Et c'est pour ça que j'ai écrit ça. Et je sais qu'en Israël, ça va faire débat. Mon livre va sortir dans un mois en Israël, enfin, au mois de mai. Je sais qu'au bas de la page 89, il y a des gens qui vont froncer un sourcil, le gauche ou le droit. Ce sera plutôt le droit. Et ça va faire débat, et je suis très content que ça va faire débat. Et on m'interviewera, et je dirai, je n'aime pas la façon dont vous éduquez les enfants sur la mémoire de la Shoah en Israël. Vous faites des erreurs, et je ne suis pas d'accord. Et si mon livre peut apporter quelque chose, ce sera très bien. Et puis là, bon, voilà, c'est la fin. Là, je vous montre que pour dessiner les scènes, ben voilà, j'ai fait comme n'importe quel illustrateur. J'ai été sur Google, j'ai pris ça pour pouvoir dessiner l'esquisse de ça, et ça pour ça, étant donné que j'ai dessiné mon père à Buchenwald. Alors, au moment où je dessine cette case, je me dis, Buchenwald, c'est le camp où il est arrivé à la mort de son père et après la marche de la mort, et c'est le camp dont il a été libéré. Donc, pour mon père, au fond, Buchenwald, c'est le camp de son... Il est devenu orphelin total et définitif. C'est la fin de ses souffrances. C'est le summum de sa souffrance, perdre son père. Et c'est le début de la vie. Et il n'est jamais allé à Buchenwald. Et puis je lui dis, mais au fond, est-ce qu'il y est allé ou est-ce qu'il n'y est pas allé? Je ne me souvenais pas. Alors je lui ai posé la question. Et papa m'a dit qu'il n'aura pas le courage de retourner à Buchenwald. Et moi j'écris dans le livre que si déjà je devais partir avec lui, c'est pas à Auschwitz que je veux aller, c'est à Buchenwald. Et d'un autre côté, je sais que je ne peux pas l'amener de force là-bas. Je ne veux pas lui faire cette douleur. Si c'est trop dur, je ne vais pas lui emmener de force. Mais moi, je pense que là, il pourrait me raconter des choses qu'il n'a jamais racontées à personne et que j'aimerais entendre. Et si c'est faisable, c'est faisable. Et si ce n'est pas faisable, c'est aussi très bien comme ça. J'ai déjà fait le tour de la question avec moi-même. Mais pour pouvoir le dessiner là-bas, il y avait eu quelques mois avant un pèlerinage d'Obama. Donc j'ai pris cette photo, Obama à Buchenwald, j'ai tapé sur Google, j'ai eu cette image et j'ai dessiné mon père à la place d'Obama. Comme ça, je pouvais reconstituer cette scène imaginaire qui n'existe pas dans la réalité. Et puis, la fin du livre, avant l'épilogue, c'est une chose aussi que j'ai beaucoup tenu à mettre dans le livre parce que c'est une chose qui est surprenante. Des fois, il nous est arrivé de blaguer, faire un peu d'humour sur la Shoah, un humour un peu libérateur. Et il y a eu un repas mémorable à la maison, mémorable,
où ma sœur est presque morte de rire. Je pense que son diaphragme s'est collé à son palais, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, tellement qu'on a rigolé, à faire des jeux de mots, à ironiser sur cette douleur du passé. Et c'est vrai qu'entre nous, c'est faisable. Il y a des circonstances dans lesquelles c'est absolument pas faisable. Et des proches a dit qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et entre nous, c'était tout à fait juste. Mais ma femme, qui elle, a une histoire totalement différente, elle est juive française. Ses parents ils ont vécu la Shoah totalement différemment. Ils n'ont pas été arrêtés. Je ne vais pas vous la raconter maintenant. Elle n'a pas le même esprit tordu que moi, que nous. Elle n'est pas malade comme nous, entre guillemets. Et quand elle est revenue et qu'elle a vu qu'on riait tellement, elle n'a pas dit complètement malade. Je l'ai lu dans ses yeux. Elle nous a regardés, elle a fait demi-tour et dit « bon, je vais aller me doucher ». Mais vraiment, elle nous a toisés d'une telle manière, j'ai dit « il est marqué là, ils sont complètement malades ceux-là ». Et je pense qu'elle a raison. Mais moi, je pense que je me suis guéri avec mon livre, au fond. Et pour finir, ce que je voulais vous montrer, c'est là que le livre a commencé. Alors, deuxième génération, il y a eu tout un choix, il y a un débat très intéressant avec Dargaud sur comment il fallait appeler le livre et qu'est-ce qu'il faut dessiner en couverture. Et ça a été vraiment très, très enrichissant pour moi. Ça, c'est à filigrane, quand je suis venu en juin, avec mon papa qui regardait. Il est sorti en Turquie, ça c'est l'édition turque du livre. C'est un ami à moi, un juif ashkénaze, caricaturiste, francophone d'Istanbul, qui a traduit le livre. Isel Rosenthal, un très très bon ami. Il vient d'être traduit en japonais par un collègue japonais à moi, qui habite à Hirosaki. Et ils sont en train de rechercher un éditeur pour l'éditer au Japon. J'espère qu'ils vont trouver. Alors voilà, si vous voulez savoir comment on rote en japonais, ben vous l'avez là, sous les yeux. Hein. Ensuite, une petite dernière anecdote intéressante. Ce que je ne savais pas non plus, et c'est ça que je trouve bizarre dans notre histoire de famille, je ne savais pas jusqu'à un âge très avancé, je devais avoir 40-45 ans, quand mon père m'a sorti des caricatures qu'il a fait au sanatorium après la guerre. Je ne savais pas que mon père avait fait des caricatures au sanatorium après la guerre et j'étais caricaturiste. Donc c'est pour vous dire la force des gènes d'abord qui sont passés et dire à quel point, si j'avais vu ces dessins-là quand j'étais enfant, comme je pense que ça m'aurait boosté, ça m'aurait donné des ailes. Pas que je n'ai pas eu d'ailes, mais ça aurait été mieux pour moi. Donc quelque part, je regrette un peu de ne pas les avoir vus avant. Ça, ce sont des dessins qu'il faisait. Et là, ce sont des dessins que je faisais quand j'avais 12 ans 3/4, parce que j'ai mis mon dessin dans la machine à écrire après, et j'ai écrit l'âge, la page à laquelle j'avais copié ce dessin, dans un livre que mon père avait sur des caricatures anti-hitlériennes, publiées dans la presse mondiale pendant la guerre. Je regardais des caricatures d'Hitler qui me faisaient rire, ça me faisait du bien de rire d'Hitler, et je les recopiais pour m'apprendre à devenir le dessinateur que je suis devenu, mais sans savoir que c'est ça que j'étais en train de faire. C'était pour le plaisir de les recopier. Et je mettais la date, et je m'essayais à signer, et je mettais les références. J'avais toujours beaucoup de respect pour les crédits des autres, et j'aime qu'on en ait pour le mien. Voilà, c'est une page que je raconte. C'est l'épisode formateur que j'ai compris à 35 ans, qui a été l'épisode formateur de ma vie d'artiste. C'est qu'un jour, quand j'avais 5 ans, mon père m'a pris sur ses genoux, sur la table de la cuisine, et m'a dessiné un nazi rigolo, qui avait un pot de chambre au lieu d'un casque, et qui avait le nez qui coulait, et qui avait des jambes poilues, avec un short à fleurs. Et j'ai éclaté de rire. Et j'ai dû comprendre à ce moment-là que ça allait être mon métier. Que j'allais rire de la douleur avec tout le monde. Et que ça allait être formidable. Et puis, une chose non plus que je ne savais pas, un dessin que mon père m'a offert de façon tout à fait anodine. Il est venu à Jérusalem, il m'a donné une enveloppe. Il y avait un dessin qu'il a fait. Alors là, c'est précis, c'est le 13 du 8 1950. Il a recopié une case, la première case de l'étoile mystérieuse. À cette époque, il était jeune père, puisque ma sœur est née le 13 janvier 50. Il prenait des cours du soir à l'Académie des Beaux-Arts, mais il a dû arrêter à cause des circonstances, parce que ce n'était pas possible qu'il continue à être étudiant alors qu'il avait
un bébé en bas âge et qui ne gagnait pas sa vie. Donc, il a vraiment, c'est l'année où il a essayé de redevenir l'artiste qu'il aurait voulu être, et où en définitive il a dû renoncer. Ça a dû être terrible. Moi, si je devais renoncer au dessin, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et c'est pour ça que j'ai dessiné mon père avec l'étoile mystérieuse sous le bras, parce qu'en recherchant bien sur Google, pour être sûr de ne pas me tromper, l'étoile mystérieuse, c'était la bande dessinée d'Hergé qui paraissait dans Le Soir sous l'occupation. Et qu'il n'a pas complétée. Il l'a complétée après la guerre. Il en a entamé une autre. Et au fond, je pense que mon père a dû voir les pages, ou les cases, ou les strips de l'étoile mystérieuse avant son arrestation. Et ce n'est pas pour rien que c'est justement une case qu'il a fait en 1950. Il y a dû y avoir quelque chose dans son esprit de jeune adolescent qui voulait être dessinateur. Hergé, c'était le seul, pour ainsi dire, et grand dessinateur qu'il y avait en Belgique à l'époque. Mais c'est pour ça que je lui ai mis l'étoile aussi. Hein, parce qu'il y a 2 étoiles mystérieuses sur ce dessin, il n'y en a pas qu'une. Et c'est pour ça que je me suis dessiné en couverture de l'album, dans la même position que lui marchant. Mais moi, je marche avec mon bloc de dessin sous le bras, pas avec l'album d'Hergé. Et c'est pour ça que, à la fin, chez Dargaud, on a tous décidé qu'en couverture, je marche devant avec Auschwitz derrière moi, et que mon père, en regard, de la même taille plus ou moins, et on se ressemble beaucoup. Et c'est en dessinant le livre que je m'en suis rendu compte. Je pensais toujours que je ressemblais plus à ma mère, ben je m'étais trompé. Et c'est pour ça, voilà, on se regarde, quelque part. Et il y a une boucle qui est bouclée. Ben voilà, je pense que j'ai tout dit, et maintenant je veux bien un petit café, puisqu'on me l'a proposé il y a 1 heure.